une première mesure de reconnaissance à distance. Bien, mon général. L'ACTI, on fait décoller le Mirage 2000 de Cambrai. C'est à Cambrai, la base la plus proche de l'avion suspect, que l'alerte est déclenchée. En permanence, des avions de chasse comme celui-ci sont prêts à être dans le ciel en 7 minutes. Reprenez contact avec le centre des opérations aériennes britanniques pour faire le point quand même sur savoir si y a eu un incident à l'embarquement, si Édimbourg nous confirme que tout s'est passé normalement, que ces éléments de vol étaient corrects depuis le décollage. Bien, mon général. La mission de ce pilote de Mirage 2000 est d'établir un contact visuel avec le Falcon. Mais en cas de danger, il serait capable de le détruire. Triplan de vol, vous faites une recherche sur l'avion qui est en perte de contact radio, voir si dans les 2 mois qui ont précédé, il est venu en France régulièrement. Vous pouvez prévenir le cabinet militaire du Premier ministre. On a un incident, une perte de contact radio sur un avion provenant de Grande-Bretagne. Incident mineur à ce stade, mais juste les prévenir. Merci. Le général Desclos avertit Matignon, car selon la Constitution, seul le Premier ministre peut donner l'ordre d'abattre un appareil civil. Raglan Whisky de Rambert, vous allez effectuer des mesures actives de sûreté aérienne sur un objectif en perte de contact radio. Bon, contact. Bien pris, donc exécuter première mesure reconnaissance à distance, sécurité 1000 pieds, 1000 mètres, niveau 210. Dès que le Mirage aura rejoint le petit avion de tourisme, le général sera fixé sur la nature du danger. Mon général ? Oui. Le chasseur arrive à interception à 1000 pieds, 1000 mètres. Il a reconnu un Falcon, stable cap 150, niveau 330. D'accord. Vous ordonnez les interrogations radio, hein, parce que si c'est un problème matériel, peut-être que la proximité du chasseur permettra d'établir le contact. C'était une interrogation radio pour connaître la nature des problèmes. Si vous me recevez, battez des plans. De Mirage 2000 intercepteur. L'avion intercepté a battu des plans, apparemment ils me reçoivent. Et il ne semble pas souffrir d'autres problèmes si ce n'est ce problème de radio. Finalement, le Premier ministre n'aura pas besoin d'intervenir, car le Falcon ne semble plus représenter de menace. Bien, en général, l'avion a repris le contact. Nous avons donné la fréquence du centre de contrôle civil. D'accord, bah, très bien. Ça conclut donc l'intervention. Le chasseur peut désengager dès à présent. Reçu, mon général. Dans l'ACTI, on fait rentrer l'avion à sa base. En situation d'urgence, c'est moi qui prends bien sûr la décision d'envoyer l'aéronef et de mettre l'aéronef en position soit d'interrogation, soit de renseignement, soit de tir. L'autorisation de tir, c'est toute une autre affaire. D'abord, il faudrait que l'aéronef soit très proche de commettre un acte délictueux, ou alors en termes de légitime défense. Si l'aéronef lui-même ouvrait le feu sur des populations ou sur même un autre aéronef, bien sûr, le cas serait différent. On serait dans un cas de légitime défense. Mais bien sûr, sur un aéronef au comportement anormal, l'ouverture du feu éventuelle serait décidée par les autorités politiques les plus élevées, et notamment le Premier ministre qui est en charge de cette haute direction de la sûreté aérienne. Retour à la base, ce genre d'alerte fait partie de la routine des pilotes. En France, 1 jour sur 2, un avion militaire est envoyé dans le ciel pour contrôler un appareil suspect. Dans 90% des cas, il ne s'agit que d'une mission d'assistance, une panne de radio ou un avion perdu. Les pilotes ont rarement l'occasion d'utiliser leur armement sophistiqué. Cet avion-là dispose de missiles Magic 2. Ce sont des missiles d'autodéfense, courte portée. Donc voilà, ça c'est un missile qui se dirige finalement sur une source de chaleur et qui y va tout seul. Le gros du système d'armes, c'est ce missile-là, qui est le missile Super 530. C'est un missile qui se dirige sur un avion qui est éclairé par notre radar. Donc, on a 2 canons de 30 mm qui nous permettent de faire également donc, du combat rapproché, également de l'attaque air-sol, puisque cet avion a comme mission secondaire l'attaque au sol. Sur ces images extrêmement rares, fournies par l'armée de l'air, on voit un Mirage 2000 en mission d'entraînement de tir. À 12 000 mètres d'altitude, le chasseur doit atteindre une cible au sol. Il n'y a rien pour l'instant. 27 secondes de temps de vol. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur, tout est calibré au centième de seconde près. Bien fait 25.
stop, faut qu'il y aille. 18 secondes. 15. 20, ça bouge. Une fois le missile lancé, il est guidé par un système laser. Allez. 2. Ça a touché. Ok, impact. Si jamais on me demande de délivrer de l'armement, je ne me poserai pas la question une fois en l'air. Je suis là, moi, pour terminer un petit peu la chaîne de défense aérienne, pour faire le dernier maillon. Donc, en effet, j'y ai pensé, mais avant. C'est-à-dire que ça ne me posera aucun état d'âme si jamais je dois ouvrir le feu sur un appareil. 6. Ça bouge. Côté. 3, 2, 1. Bingo. 0. Ok. Christophe est pilote de chasse. Aujourd'hui, il est de permanence, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir décoller en quelques minutes, 24 heures sur 24. Pendant une semaine, il va donc vivre avec son équipe dans ce bâtiment collé au hangar où sont parqués les Mirages. On est complètement coupé du monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre dans cette enceinte le jeudi en arrivant, eh bien, on n'en ressort plus jusqu'au jeudi d'après. Et à part les gens qui sont chargés de nous amener à manger ou alors des pièces de remplacement ou alors des gens qui ont une fonction vraiment établie au sein de la permanence opérationnelle, personne ne rentre dans cette zone. Ouh, elle est belle celle-là. Et même la femme de Christophe, militaire elle aussi, et qui travaille sur la même base que lui, n'a pas le droit de lui rendre visite. Le plus dur à gérer, pour moi, c'est l'absence qui revient très fréquemment. On ne peut pas s'empêcher d'avoir une appréhension, c'est sûr, mais c'est pas... j'ai pas toujours peur chaque fois qu'il monte dans l'avion, parce que sinon je ne vivrai plus. J'essaye de ne pas y penser, en fait. J'essaye de faire abstraction et de me dire que ça ne peut pas arriver, même si malheureusement ça nous a touchés de près, parce qu'on a connu la perte d'un ami qui était cher à Christophe, qui nous était cher, donc on ne peut pas s'empêcher d'y penser, mais j'essaye d'en faire abstraction, parce que sinon on ne vit plus, quoi. Malgré ses contraintes personnelles, Christophe réalise un rêve d'enfant et sait qu'il exerce un métier exceptionnel. Servir sa patrie, c'est déjà une bien noble cause. Mais pour être pilote de chasse, il ne faut pas oublier qu'avant tout, on est militaire. C'est un aspect qui est vraiment primordial. On peut être amené à ouvrir le feu, on peut être amené à un sacrifice ultime. Je veux dire, nous, on est là pour obéir à des ordres. Donc ça demande une énorme réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste là pour piloter un avion, se faire plaisir. Il y a également énormément de stress, énormément de remise en question.